Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 10 juillet 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce milieu de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, de une assurance DeFi, du Stronghold et pour terminer de l'airdrop Musk Empire et la petite minute complotiste. On va commencer par l'actu générale. On a la société publique japonaise Metaplanet. On la considère un peu comme MicroStrategy et elle achète encore 2,5 millions de Bitcoin. Alors elle l'a acheté en moyenne à 62 000 $, mais je pense que sur le long terme, ils seront de toute façon gagnants. On continue et on a un dépôt massif de Bitcoin qui est passé d'un portefeuille à l'exchange Binance, 468 millions de dollars. Il faut savoir que de toute façon, moi je l'ai déjà dit, je le dis à chaque fois, c'est manipulé. Là, vous avez l'Allemagne. Comment déjà un gouvernement, en fait, ce gouvernement va tout simplement vous vendre des bitcoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, en fait, ils n'ont pas confiance au bitcoin, alors que pourtant, je les ai déjà vus qui font des publicités sur le bitcoin. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Puis ils décident d'un coup, et comme par hasard, on a en même temps MTGOX qui va décider de vendre. En fait, tout simplement, ils se concertent avec d'autres entités. Ils se concertent pour faire soit tomber le marché, soit l'empêcher de monter, et ils temporisent ça comme ils veulent. Tout simplement, c'est comme ça que je vois les choses. On continue. Et on a Bitcoin qui sera ajouté à la plateforme officielle républicain 2024 après le vote d'aujourd'hui. Donc les républicains visent à mettre fin à la répression cryptographique réglementaire, à soutenir les droits d'autodétention dans une nouvelle plateforme. Donc c'est encore une bonne nouvelle. Comme je vous ai dit, si Trump est élu, on ne sait jamais, eh bien ça sera plutôt prolifique pour la crypto. Alors on a un petit article de Bloomberg, comment les stocks sont devenus le jeu que les Américains, c'est-à-dire qu'en fait une plus grande participation, il y a plus en plus de gens qui rentrent aux États-Unis sur le marché boursier, tout simplement parce qu'ils veulent se protéger de l'inflation et puis aussi pour, je pense, se débancariser. On continue et on a les entreprises font faillite au rythme le plus rapide depuis la pandémie. Les faillites d'entreprises sont en plein essor le mois de juin, ayant atteint le niveau mensuel le plus élevé depuis 2020, a rapporté SP Global. Les taux d'intérêt élevés, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la détérioration des dépenses de consommation alimentent les fermetures, a-t-il déclaré. Donc moi, je vous le dis, tout ça c'est programmé. Les taux d'intérêt, déjà on voit que les Américains, ils attendent déjà. Ils disent que ça va venir. Ça se trouve en septembre, c'est pas certain. Normalement, ça devrait être. Avant les élections, je pense qu'ils sont obligés de le faire. Mais je pense qu'ils sont en train d'assécher la classe moyenne, tout simplement. Et donc, ça fait mal. S'ils les assèchent, pardon, il faut savoir que ces gens-là ne pourront pas investir et le danger peut être carrément de se retrouver à ce qu'en fait vous êtes obligé de vendre vos cryptos et s'ils sont dans le marché qui est baissier, vous êtes un peu dans la merde. Donc toujours garder un petit peu de sécurité, de vous diversifier, ne pas être forcément que sur la crypto. Voilà. Donc ça rappelle un peu 2020 quand même. Voilà, ils disent que c'est le plus élevé depuis 2020, ça rappelle un peu. Je pense qu'on est vraiment pas loin du, du Black Swan à mon avis. Et qu'ils sont en train juste de retenir avant que ça passe. On continue et on a justement Jeff Bezos qui vend encore 863,5 millions d'actions Amazon. Alors la fois c'était Nvidia. Ils vendent. Alors est-ce que ça veut dire que s'il vend vite fait la sauvette pour sauver ses fesses? Non.
ils vendent tranquillement, chaque mois, ils vendent tranquillement une certaine somme pour pas que ça soit trop visible et aussi pour pas que ça fasse trop bouger les marchés. Mais je pense qu'on n'est pas loin du top où à un moment donné, ils auront tout vendu ce qu'ils veulent et après, ils font écrouler le marché. Là, ils y vont encore un peu, tranquillement, ils vendent tout. Quand tout le monde aura bien vendu, tous les gros PDG auront vendu tout ce qu'ils veulent. Après, ils diront, c'est bon, feu vert, on y va, on peut le faire écrouler. On continue et on a la Banque centrale de Taïwan qui dit qu'il n'y a aucun calendrier pour le lancement de la monnaie numérique. Alors, déjà, la stratégie me rappelle un peu à l'époque du 2020, du Covid, où tout simplement vous aviez des États qui disaient, vous avez certains qui disaient nous on confine, d'autres qui disent nous on attend, nous on ne confinera jamais. Voilà, c'est un peu la même stratégie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? 99% ont confiné parce qu'en fait, c'était tout simplement pour pas que ça soit trop visible, tout simplement se mettre d'accord pour faire par étapes. C'est une stratégie qu'ils utilisent beaucoup où en fait, ils le font, ils se mettent d'accord, mais ils synchronisent les choses pour pas que ça soit trop grillé. Je vois ça tout simplement comme ça, mais Taïwan ira au numérique, il n'y a pas de problème. Après, il peut y avoir une autre cause peut-être, c'est que Taïwan peut-être attend de voir ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine et peut-être de choisir son camp et peut-être aller se barrer du côté des BRICS, et s'il se barre du côté des BRICS, eh bien de rentrer dans le système que vont utiliser les BRICS. Donc à voir, ça peut être aussi ça. On continue et là j'ai fouillé, c'est assez intéressant, c'est tout simplement Capgemini qui avait fait en fait des graphiques sur les paiements, l'augmentation des paiements numériques, et on voit donc l'augmentation, déjà on voit la part la plus importante, c'est quand même l'Asie actuellement, et là on est en 2024, 765 pour l'Asie, 364 pour l'Europe. On voit qu'il y a quand même une progression, ça progresse bien. Et là en 2027, voilà, 2027, il y a une projection et on voit que ça augmente beaucoup. Je pense que ça va être dû aux régulations et peut-être aussi à des événements, à des sales événements qui font que le système numérique sera encore plus adopté. Voilà, il y aura on voit quand même une grosse progression de l'Amérique du Sud aussi là, je trouve. Voilà, en tout cas ça progresse vraiment bien, et depuis surtout le Covid aussi. On continue, on a l'Arabie Saoudite qui a menacé le G7 de vendre la dette française si les avoirs russes gelés étaient confisqués. Donc ils utilisent les mêmes armes, ils utilisent leurs armes en fait pour justement contrecarrer un petit peu l'Occident. Et est-ce que ça peut faire mal? Oui, ça peut faire un peu mal quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de milliards en jeu. On voit là des dizaines de milliards d'euros en jeu, et surtout ça va encore plus avoir un FUD sur la France, et que les gens, ça peut aussi faire ce qu'on appelle boule de neige, c'est-à-dire que par peur, les autres qui détiennent la dette la vendent aussi, et à ce moment-là, on arrive à ce qui est arrivé un petit peu en Grèce, et je peux vous dire que moi je pense personnellement que c'est ce qui arrive tranquillement, mais après ça peut être sauvé par le FMI comme ils ont fait, c'est-à-dire que la France serait à ce moment-là sous tutelle tout simplement du FMI, parce qu'ils ne peuvent pas laisser la France tomber, parce que si la France tombe, à ce moment-là, l'Union européenne, elle tombe. Et je les vois pas laisser les choses tomber, donc je pense qu'il y aura à ce moment-là une mise sous tutelle, mais une mise sous tutelle, ça carrément au niveau de la confiance, personne n'achètera plus la dette, donc ils vont être obligés de payer des taux d'intérêt plus importants maintenant pour pouvoir emprunter, et je peux vous dire qu'ils auront besoin d'argent, donc dites bye bye à votre épargne et merci à la loi Sapin entre autres. On continue. Et on a
BYD, qui est tout simplement une entreprise chinoise qui construira 1 milliard d'installations en Turquie pour les véhicules électriques. La production débutera à la fin de 2026. Alors comme vous le savez, j'avais déjà dit, les États-Unis et l'Europe ont fait des sanctions au niveau de la douane pour augmenter les tarifs, etc. Pour les exportations. Et du coup, les Chinois ils se prennent pas la tête, ils vont carrément aller s'implanter en Europe directement. Comme ça c'est plus facile, ils seront à côté des consommateurs et c'est bien joué de leur part. On continue. Et là, juste, voilà, c'est un petit warning. On a l'investissement en or, c'est une société en fait qui en fait proposait tout simplement la garde et l'achat d'or et qui s'est carrément barré avec la caisse, tout simplement. Voilà. Donc toujours faire quand même attention de regarder un petit peu les assurances. Ça c'est pour les détenteurs de vélo. Le membre du Congrès américain dit qu'il a acheté le token vélo. En parlant de vélo, je pense personnellement que la CBDC de Thaïlande, je pense que c'est vélo qui va être utilisé avec l'application Orbitre. En tout cas, c'est comme ça, je pense, ma théorie. On continue. Et on a, comme les sanctions russes, pareil, on a au Venezuela les sanctions plus aussi l'inflation et la volatilité de la monnaie fait que les Vénézuéliens ils utilisent de plus en plus la crypto pour contrecarrer l'inflation. J'ai terminé pour l'actu générale. Maintenant on va parler tout simplement du XRP. Et on voit là le pool de liquidité. Le total, eh bien, c'est tout simplement Total Value Lock. On a 9 millions. Ça remonte un petit peu. C'est pas mal. On continue. Je voulais juste vous montrer ça. Je pense que beaucoup de gens connaissent, mais c'est important d'aller de temps en temps voir un petit peu. De voir un petit peu les métriques sur le XRP Ledger. Vous pouvez voir le nombre de paiements par acompte. D'un paiement d'un acompte à l'autre, le volume de paiement, on peut voir aussi le nombre d'adresses actives, de comptes actifs, les burns des fees, on peut voir les nombres de transactions exécutées, on voit que tout, vraiment le max, c'était en janvier 2024, le nombre de transactions pareil, exécutées, et le nombre de nouveaux acomptes activés, pareil, ça a été en janvier 2024. Voilà. Donc c'est intéressant d'aller regarder un petit peu toujours ces métriques. On continue et on a la riche liste. On va aller regarder ça. Si vous voulez être dans le top 10% des détenteurs le plus important sur le XRP, il faut avoir 3000, tout simplement 3000 XRP, 3010 XRP. Personnellement, je pense que si vous avez 20-25 ans, super, 3000 ça se vous suffit, pas de problème. Maintenant, si vous êtes plus âgé, je pense que 10 000 XRP, c'est le minimum à avoir. Et si vous êtes assez pressé, je pense qu'il faudrait au moins avoir 31 000, d'être dans le 2%, je pense, pour ce bull run. Mais si c'est pas pour ce bull run, je pense que même d'être dans le top 10%, ça va pas être suffisant, je pense, personnellement. En tout cas, on voit, je pense qu'il est judicieux d'être entre le top 5% et 1%. Voilà, même à 10 000, ça peut commencer à être intéressant. On ne sait pas exactement à combien va aller, en tout cas moi je ne sais pas, j'ai pas une boule de cristal, combien va être le XRP. S'il va à 10 $, vous avez 100 000, c'est quand même déjà pas mal. Mais je pense qu'il peut peut-être aller un petit peu plus haut à la fin du bull run. Tout dépendra des circonstances, s'il y a d'autres choses qui se grèvent dessus. Mais sur le long terme, même 3000 XRP sur le très long terme, c'est vraiment, je pense, suffisant. Si vous êtes jeune, voilà, il n'y a pas de souci. On continue.
Et juste, on voit là l'histoire des... alors c'est l'historique des comptes, tout simplement. Et on voit que le jour où l'XRP a descendu à 0,39, il y a eu une chute, mais vraiment brutale. Il y a plein de gens qui ont abandonné, qui ont carrément viré leur compte, qui ont fermé leur compte et ont tout fermé. Ils ont dû transformer dans une autre crypto. Ils ont été dégoûtés. Et il y a eu vraiment une chute impressionnante. Et par contre, on voit que tout de suite après, ça a été, en fait, c'est revenu à la normale. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont vu que c'était une opportunité de rentrer et qui ont créé tout simplement des trust lines et qui sont rentrés dedans. On continue avec le XRP, on a un top financier conseiller qui appelle à dire que le XRP, enfin en parlant de Ripple bien sûr, ça sera la nouvelle action Apple. Donc il compare un peu XRP à Apple, mais bien sûr, tout simplement, en adoption, c'est-à-dire que c'est pas pour demain non plus. Il faut savoir que Apple, il y a eu quand même pas mal de temps avant qu'il soit à ces prix-là, ça s'est développé tranquillement et ça sera, je pense, la même chose pour le XRP. En tout cas, bien joué aux gens qui ont acheté sur Linto les actions de Ripple. On continue, on va juste faire un petit récapitulatif. Chaque semaine, je ferai un récapitulatif sur l'AMM où j'ai mis un peu de dessous. On va aller regarder ça. J'ai actuellement 950 XRP et 0,1.1 MAG dans le pool de liquidité. Le prix a augmenté un petit peu du MAG et actuellement ça me rapporte presque 2 XRP par jour. Donc, alors je suis payé en MAG, hein, mais après je peux le transformer en XRP si je veux. Moi ce que je fais c'est que chaque semaine je coupe la poire en deux et puis je transforme la moitié en XRP. On va juste regarder le prix. Et il a augmenté un petit peu parce que le volume a augmenté aussi et il y a eu un listing hier soir sur BitTrue de ce jeton MAG aussi. Voilà. J'ai fini, donc c'est quand même assez intéressant, 2 XRP par jour et on va juste voir par contre au niveau des API, ça baisse pas mal. On est à 59%. Quand j'avais commencé, c'était à 100 et quelques, mais ce qui est logique. Ils font aussi des gros API au début, mais c'est pas pour tout le temps. Voilà, donc ça baisse pas mal, mais quand même, imaginez, mais même 59%, c'est énorme. Là, vous voyez, Isgo 81%. Alors, il faut savoir que c'est quand même vachement volatile parce que c'est deux. Il n'y a pas un stablecoin dans la parité, donc c'est pour ça on va justement aller juste voir. Vous voyez par exemple si vous prenez le XRP USDC, le taux d'API il est de 1,26%. Donc vous voyez la différence bien sûr. En tout cas, je pense moi d'attendre un stablecoin pour faire un autre pool de liquidité sur Orchestra Finance et de me mettre voilà, aussi sur quelque chose de plus stable. Une dernière chose, j'ai personnellement, je vais vous montrer ça, vous avez des NFT sur Magnetic qui vous permettent de booster que ce soit justement votre API, etc. Et moi j'en avais acheté un au tout début. Je l'avais acheté 200, c'était un common, c'est-à-dire un commun, et je l'avais acheté 200 XRP, et actuellement, on peut voir que maintenant, ils se vendent à 550 XRP. Si je veux le revendre, j'ai déjà fait une plus-value, je peux faire une plus-value déjà de 300 XRP. Bien sûr, ça peut être risqué, mais en tout cas, moi, je l'ai fait parce que je savais que c'était au tout début et que je vais attendre encore que ça monte encore et je revendrai je pense parce que ils en larguent pas énormément et du coup c'est assez rare et pour ceux qui vous mettront beaucoup d'argent dans les pools de liquidité, c'est important d'avoir les NFT parce que ça booste beaucoup de choses. Voilà, on continue.
Et pour les détenteurs d'un token qui s'appelle le X-Spectar, alors c'est beaucoup lié au NFT, moi personnellement j'en ai pas, il faut faire attention, il y a un scam, et là vous avez la bonne adresse, ici la bonne adresse, donc attention à ça. Ah, ça fonctionne pas, dommage. Voilà, donc l'adresse est ici et le compte est ticket. Alors ils ont fait exactement le même logo, exactement la même chose. En tout cas moi j'ai pas de Xpectar, mais si vous avez du Xpectar, faites vraiment attention. On continue, il y a eu le forum .0 forum qui a été mis entre le 1er et le 3 juillet 2024. J'en avais parlé, on avait vu qu'il y avait vraiment du costaud au niveau des têtes d'affiche. C'est intéressant de voir un petit peu le résumé, et là on voit que il y a une table ronde qui a été faite le 2 juillet où on voit le thème, c'était les blockchains sans autorisation dans les services financiers. Cette table ronde reflète l'engagement d'Evendy à développer l'infrastructure pour soutenir l'adoption de nouvelles technologies. Donc en fait, il vous annonce tout simplement ce qui s'en vient. Et bien sûr, qui est dedans? On a Ripple avec Lauren Belive. On a quand même l'expert en finance numérique du FMI, rien que ça. On a la directeur global des actifs numériques de la banque Mellon BNY. On a directeur de JP Morgan, directeur des politiques de Hedera. Enfin bref, il n'y a que du costaud. Et on voit que, en fait, tout simplement, ça, c'est la marche à suivre. C'est tout simplement l'adoption du numérique. On continue, on a Ripple qui vend 150 millions de XRP de réserve en juillet. On continue, et là c'est un article qui date du 3 juin, mais je voulais un peu vous présenter ma théorie sur les BRICS, parce qu'en fait j'entends que tout simplement les BRICS vont utiliser le XRP comme monnaie. Alors déjà c'est pas XRP, ça peut être ce qu'ils utilisent pour faire le pont, et XRP peut être utilisé comme simplement comme frais de transaction. Maintenant, moi je vois les choses un petit peu autrement, ça serait trop facile sinon. En fait, ce qu'on voit, c'est que les BRICS, en fait, ils ont des sanctions, ils sont écartés du système SWIFT, et qu'ils ont des sanctions, donc en fait, pour leur but, c'est simplement d'essayer de contrer et de détourner ces sanctions pour pouvoir faire leur commerce tranquillement. Donc en fait, ils créent un nouveau système, et effectivement, ils vont créer un nouveau système de paiement numérique. Ça, c'est sûr que ça va être un système à 100% numérique crypto. Maintenant, je pense pas que ça soit Ripple qui va être directement utilisé, en tout cas pour le moment. Pourquoi? Parce que il y a des législations, enfin parce que tout simplement, en résumé, parce que Ripple c'est une société américaine, et comme c'est une société américaine, ils peuvent pas se permettre tout simplement de pouvoir échanger de permettre aux BRICS d'utiliser ce système pour le moment. Je ne pense pas, parce que en fait, il y aurait des sanctions, et à ce moment-là, ils seraient obligés de dégager des États-Unis, et je pense pas, vu que les liens qu'il y a entre Ripple et le gouvernement, ça m'étonnerait qu'ils fassent dégager cette société qui, pour elle, c'est une des sociétés les plus importantes pour le nouveau système financier. Et on va juste regarder ce que c'est que l'OFAC. Et l'OFAC, c'est tout simplement au niveau du département du Trésor des États-Unis. L'OFAC, elle administre et applique des sanctions économiques et commerciales basées sur la politique étrangère des États-Unis et les objectifs de sécurité nationale contre les pays et régimes étrangers ciblés. Donc effectivement contre la Russie. Voilà, il faut savoir que si jamais Ripple utilise, enfin
travaillent en partenariat avec, ils vont se faire allumer et ils vont perdre tout simplement leur, eh bien, leur droit de rester sur le territoire. Ils seront obligés d'aller dans une juridiction d'un autre pays et franchement, je ne vois pas les choses comme ça. Pareil, les banques, il faut savoir que pour que ça soit utilisé, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait les banques qui utilisent pour la transformer en fiat. Et en fait, les banques pourraient perdre leur licence. C'est-à-dire que l'OFAC décide de supprimer les licences aux banques qui, à ce moment-là, travailleraient. Donc je vois pas, je pense pas que. Par contre, on sait que effectivement Ripple, il a que même ça a été essayé par la Russie, etc. Le système RippleNet. Et qui a évidemment des sociétés écrans, ils ont acheté des sociétés comme Tranglo, etc., qui permettent en fait tout simplement d'avoir une réglementation dans ces pays-là et de pouvoir utiliser indirectement. Mais moi, je vois le plus le problème à l'envers, c'est-à-dire que pour moi, en fait, les BRICS, c'est tout simplement, en résumé, en une minute, je vais vous résumer ça. Pour moi, c'est que les BRICS et l'Occident, ils travaillent ensemble. De toute façon, on le voit bien, déjà sur les CBDC, on voit, ils sont tous ensemble. Quand la BRI elle met par exemple le projet Mbridge, etc., on voit qu'ils travaillent en fait tous ensemble. Maintenant, on a les BRICS qui construisent en fait un système numérique pour dédollariser et les USA en fait vont se retrouver effectivement dans la merde. Et pour en fait pouvoir contrer ça, qui peut leur amener la solution? C'est tout simplement c'est Ripple. C'est-à-dire que c'est la technologie de Ripple qui peut tout simplement contrer les BRICS. Et en fait, Ripple, pour moi, je pense que c'est l'arme qui va être utilisé contre les BRICS. Je vois les choses plutôt comme ça, stratégiquement, je vois plutôt ça comme ça. Et donc ils vont, je pense que plutôt, pour moi, je pense que Ripple va vraiment être légitimé et grâce aux BRICS tout simplement, grâce aux actions des BRICS, les USA vont dire on est obligé d'utiliser cette technologie, elle permet de contrer ça et après par la suite je pense que tout le monde utilisera Ripple puisqu'il y a déjà des rails de paiement qui sont en place dans le monde entier. Je vois les choses en tout cas moi personnellement comme ça. Laissez en commentaire ce que vous en pensez, mais je vois plutôt ça comme ça. On voit d'ailleurs que vous voyez que pendant en fait, cette confrontation avec les sanctions russes, ça permet quoi? Ça permet d'augmenter, ça a permis d'augmenter à fond. La preuve, les BRICS essayent de trouver un système numérique, donc ça permet d'augmenter en fait, mais d'augmenter énormément en fait la croissance du numérique dans le monde. La pandémie, ça a permis quoi? La pandémie, ça a permis cette croissance aussi. Ça a vraiment fait une accélération. Voilà, c'est pour ça que sur le tableau de tout à l'heure que je vous ai montré sur Capgemini, on voit qu'il y a une augmentation entre 2024 et 2027. Voilà, j'ai terminé j'ai pas terminé pour Ripple. On a le Ripple Swell en 2024 qui va se dérouler entre le 15 et le 16 octobre. Voilà, donc c'est assez intéressant. Faut savoir que je ne pense pas qu'il va y avoir un sale événement, vu que la date c'est en octobre là. Je pense que ça sera peut-être après, mais je vois pas un Black Swan arriver avant cet événement. On continue, je vais vous parler 2 minutes c'était Ethereum Rio 2024, c'était le summit qui s'est déroulé en mai et pour plaisanter, j'avais dit que c'était assez le comble que le XRP Ledger était le sponsor principal pour cet événement d'Ethereum. Mais bon, il faut savoir que c'était une petite blague. Il y a une raison, c'est que tout simplement, il y a en fait ils vont utiliser les EVM qui sont lancés et on voit Ripple et Axelar comme partenaires qui vont faire un lancement pour les EVM sur Ethereum. Ça va permettre en fait tout simplement grâce à Axelar
à ce qu'il y ait une interopérabilité et qu'il y ait à ce moment-là beaucoup de développeurs qui puissent en fait bouger d'Ethereum vers d'autres blockchains pour promouvoir des applications. Et donc XRP Ledger qui veut ne pas rater ça et eh bien, propose grâce à Axelar qui donnera l'interopérabilité, eh bien, de les accueillir sur le XRP Ledger et c'est quand même important. Il faut savoir que on a par exemple, moi je suis détenteur de Dovu. Dovu c'est sur la chaîne, sur la blockchain Hedera, Hbar, et bien avant c'était sur Ethereum, Dovu était sur Ethereum et ils ont tout simplement et bien ensuite migré sur justement sur Hedera Hbar parce que les coûts entre autres étaient moins chers. Mais vous pouvez encore, je crois d'ailleurs, avoir le Dovu sur Ethereum. Et là, on voit justement Ripple, XRPL, EVM, Sidechain pour booster l'interopérabilité avec Axelar. Bridge, intégration. Donc, pour améliorer l'interopérabilité et rationaliser les transferts d'actifs et aussi d'amener les développeurs sur le XRP Ledger. Je n'ai pas personnellement du jeton Axelar, mais je pense que par la suite, ça peut être intéressant de se positionner dessus. Et par contre, j'ai vu que le stacking de cette crypto est vraiment les taux sont vraiment très intéressants. Juste vous montrer quelque chose, ça va pas durer longtemps. On va écouter juste pour cette interopérabilité, on va juste écouter 2 petites secondes. In the world, and the internet can provide not just what everybody wants, but what these very small groups of people want. And that long tail is tremendously valuable. And that's what only interoperability can give us. If our users have to, imagine if you wanted to use the internet and you say, oh, that web server's on Wi-Fi and using Linux. You know, I'm used to web servers that are using Microsoft and fiber optics. That would be a terrible experience, right? And in the blockchain space right now, you have different wallets for different blockchains. You have assets that are on different, right? It's not a good user experience. If we want to be compelling, we have to be seamless. Voilà, il explique en fait tout simplement que eh bien, il faut absolument qu'il puisse permettre d'avoir une interopérabilité et qu'il puisse pouvoir à ce que les gens, il y ait une offre pour tout, en fait, pour tout simplement, et qu'il n'ait pas à faire d'utiliser plusieurs applications, mais en fait de simplifier et que tout soit mis tout simplement grâce à l'interopérabilité, bien sûr, d'Axelar, que ça soit mis tout sur un même bloc, parce que sinon c'est un peu compliqué et que si jamais cette blockchain ne propose pas tout, eh bien elle va rater déjà de la clientèle et ça sera pas bon aussi pour cette blockchain parce que technologiquement il y aura peut-être d'autres blockchains qui elles pourraient à ce moment-là le faire et à ce moment-là ils seraient dépassés et ils seraient pas les leaders. One of the first things that we need is asset portability. That's not all of interoperability, but that's a big piece, and that's the piece we need now. And one possibility is the XRP Ledger as a trading hub across blockchains with the DEX, the payment engine, pathfinding, the various different XRP Ledger features that enable the movement of assets. In fact, one of the very first applications on the XRP Ledger in the very, very early days was as a way to move Bitcoin faster and cheaper. Issued assets enable, remote assets that are based on different chains along with bridges. So I think that's an extremely important step towards interoperability, but it's just one piece. The industry has a long way to go, but if we want mass adoption, users are going to have great experiences. We have to solve interoperability problems. The XRP Ledger could be a token bridge for asset portability, but that's not the whole solution. So I want to talk a little bit about how I think about the EVM sidechain and EVM programmability. That's another one of those things to target that long tail.
So if you need AMMs, the XRP Ledger has it. If you need NFTs, the XRP Ledger has it. You know, if you want an issued asset, you want an order book, the XRP Ledger has it. But what if you want something that's a little different? You have some weird quirk in NFTs that you need that XRP Ledger can't support. And maybe only 10 people in the world care about it, but for those 10 people, it's extremely important. The XRP Ledger can't do that. It's a fixed function ledger. It adopts functions that are broad, you know, the 80%, the 20% that solves 80% of the problem. C'est pour ça qu'ils sont forts, c'est tout simplement parce que ils veulent vraiment rien laisser de côté et voilà, ils utilisent pleinement la technologie et c'est bien joué de leur part. J'ai terminé pour le XRP. Maintenant, on va juste parler d'un truc assez hallucinant. C'est tout simplement une société qui s'appelle InsurAce. Et en fait, c'est une société d'assurance pour la DeFi. C'est-à-dire qu'elle vous permet de vous assurer si vous utilisez la DeFi. Et vous pouvez être assuré journalièrement à un taux, on va aller voir ça, de à peu près 0,01% chaque jour. Donc si vous êtes une personne qui a des grosses sommes et que vous utilisez la DeFi pour gagner des revenus, vous pouvez tout simplement être assuré. Alors ça, c'est aussi, ils assurent, on va voir ça, ils assurent sur le bridge. Si vous faites un bridge et qu'il y a un problème, eh bien vous êtes assuré. S'il y a un transfert de fonds et qu'il y a eu un problème, vous êtes assuré sur les gardes, c'est-à-dire même sur un exchange. Risque de dépositaire, eh bien c'est la même chose. S'il y a un dépeg du stablecoin, pareil, c'est la même chose. Donc ils font quand même vraiment pas mal de choses. Par contre, ils n'ont pas un volume énorme au niveau de ce qu'ils peuvent se permettre, je pense, pour le moment, parce qu'on voit que tout est vendu par rapport au pool DeFi. On voit là, tout a été déjà vendu. Donc, il y a quand même pas des progrès à faire, mais je pense que ça va se développer. Mais en tout cas, tout a été vendu, ça a bien marché. Et même Coinbase, vous voyez, si vous êtes sur Coinbase, vous pouviez avoir une sécurité s'il y avait un problème avec Coinbase, par exemple. Là, on voit que c'est un petit peu plus cher, c'est 0,02% chaque jour. Bien sûr, il y en a qui sont actuellement, vous voyez, si vous faites de la DeFi sur DYDX, sur Aave, sur Pendle, sur Lido, etc., vous pouvez prendre, ça vous revient à peu près, j'ai calculé, à 5% par an. Mais est-ce que vous faites de la DeFi 365 jours sur 365? Je suis pas sûr. Enfin, chacun gère comme il veut. Mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'on peut être assuré même sur la DeFi. Alors, on voit toutes les chaînes qui sont disponibles. Vous pouvez être assuré. Gnosis, Arbitrum, etc., Avalanche, Ethereum, BSC, etc. Par contre, il n'y a pas XRP Ledger. Solana, c'est assez intéressant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit pour voir s'ils avaient pour projet justement de faire une assurance sur l'XRP Ledger, parce que là, ça pourrait m'intéresser par la suite. Voilà, j'ai terminé. On va juste parler du airdrop. Alors cet airdrop, c'est tout simplement, j'en ai parlé, Musk Empire, et franchement ce jeu, je le trouve assez vraiment interactif et assez addictif, parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont quand même, où il y a une interaction, par exemple il y a des duels entre les joueurs, ça ressemble plus, vous avez des actions à faire, où vous devez parier sur des assets, etc. C'est vraiment bien fait, je trouve. Et il y aura un airdrop, donc il y aura un token. On vous donnera logiquement des tokens à la fin de cet airdrop, qui en tout cas, ce jeu, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un truc administratif. Il y a vraiment une petite marge où en fait c'est vous qui allez, selon vos stratégies, gagner ou perdre de l'argent. Et ça c'est quand même, je trouve, pas mal. Je laisserai le lien si jamais vous êtes intéressé. Il faut savoir qu'il y a aussi une loterie qui se fait, et que donc il y a ces 15 000 $ qui sont à partager. Là il y a eu 500, je crois qu'il y a eu 500 gagnants, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc vous pouvez gagner un petit peu d'argent aussi si vous participez à la loterie. Voilà, en tout cas le jeu est assez sympa.
Voilà, si jamais vous êtes intéressé, je le trouve mieux que Hamster Combat. Bien sûr, je fais Hamster Combat tous les jours. Voilà. J'ai presque terminé. On va juste passer maintenant à Stronghold. Et on va juste regarder, je vous rappelle que Stronghold avait acheté cette société qui s'appelle 222 Labs, qui permettait de promouvoir en fait tout simplement l'ISO 222 pour les entreprises, pour leur expliquer ce que c'était aux entreprises et de les mettre en relation. Et on va juste regarder. Alors, le service de fonds de la Fed Wire, ça sera en mars 2025. Alors, selon les dernières datas, 57% des entreprises de finances professionnelles américaines ont des paiements automatisés et des logiciels pour recevoir des paiements. 46% projettent d'utiliser ISO 222 et actuellement une estimation de 17% ont déjà adopté ISO 222. Voilà. Donc c'est quand même assez bullish. Je vous rappelle que Stronghold travaille en partenariat avec ACH et le projet NACHA et avec bien sûr la Fed et qu'il y a énormément d'entreprises aux États-Unis qui vont utiliser ce système et bien sûr il leur faut une agrégation, enfin une compliance avec pour utiliser le système de messagerie ISO 222. Et bien c'est en tout cas je suis bullish sur SHX sur le long terme. On va juste regarder pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que la FedWire Fonds Service. Alors le 10 mars 2025, la Réserve fédérale adoptera le format de message ISO 222 pour le service de FedWire. Alors, qu'est-ce que le FedWire? Le FedWire Fund Service est le premier service électronique de transfert de fonds sur lesquels les banques, les entreprises et les agences gouvernementales comptent pour les transactions critiques le jour même. Donc, c'est des paiements qui sont numériques et qui vont être... c'est plus comme le système SWIFT où avant ça met des jours. Là, ça sera tout de suite pour le même jour. Les participants au service FedWire Funds bénéficient de la finalité des paiements crédités sur leur compte maître de la Federal Reserve Bank. Les participants de FedWire peuvent utiliser ce service pour envoyer et recevoir des paiements pour leur propre compte ou pour le compte de clients corporatifs ou individuels pour régler des paiements. Je vous rappelle aussi en dernier que juste Stronghold, leur technique, elle est simple, c'est que quand des entreprises acceptent de travailler avec, ils ont des récompenses à chaque fois qu'il y a des utilisations des paiements, ils sont récompensés en SHX qui peuvent transformer ou garder, stacker, mais ces entreprises ont un intérêt en fait à utiliser SHX, c'est qu'ils ont des récompenses en fait à chaque fois. Eh bien, j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. On va juste terminer par une petite minute humour. Accrochez-vous. Je ne sais pas si vous connaissez Candace Owens et elle a lancé un t-shirt qui s'appelle Men of the Year et vous voyez la photo. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas me faire scratcher. Voilà, énorme. On terminera par la petite minute complotiste. Et là, vous avez une pièce d'or qui a été faite en fait en 1932. On va juste regarder ce qui est marqué. Alors, c'est de la famille qui parlait, qu'ils avaient retrouvé cette pièce en fait. Alors, c'est de la famille de Stewart Warner et eux, c'était une entreprise des compteurs pour Ford, une entreprise qui, dans sa première incarnation, avait produit les compteurs de vitesse qui ont été utilisés dans la Ford Model T. Et alors, ils ont découvert cette pièce et c'est marqué « Arrêtez de pleurer, commencez à acheter ». C'était en 1932. Et ce qui est étrange, c'est ce qui est derrière cette pièce. Voilà. Alors,
Le revers de la pièce qui déclare que 1132 est la fin de la dépression, je vous rappelle qu'il y a eu la crise de 1929, présente un œil maçonnique, oui, alors on voit l'œil ici, au centre d'un trèfle, on voit un trèfle ici, centré sur une croix, là une croix gammée ici, on voit, couvrant une étoile de David, on la voit là, hop, voilà, tous ces symboles que je ne m'attendais pas à voir fusionnés en un seul. Voilà, alors, en fait, si on ne connaît pas l'occultisme, on peut dire que c'est que des trucs horribles, etc. Mais en fait, si vous étudiez un petit peu, vous verrez que bon, bah, le trèfle, on sait que le trèfle, c'est quelque chose qui est plutôt porte-bonheur. Et on va juste regarder aujourd'hui quelque chose, l'utilisation occidentale de la croix gammée au début du XXe siècle. La croix grammée, ce qu'on appelle la svastika, est un ancien religieux eurasien, symbole qui prend généralement sa forme d'une équilatérale croix avec 4 pattes pliées. Bon. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est ça. La croix gammée, symbole, est devenue un symbole populaire de la chance dans le monde occidental au début du XXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1900 et quelques. Et en fait, ça a été ensuite sali, on va dire, à partir du moment où il y a eu le parti nazi qui s'est installé, parce qu'ils avaient adopté ce symbole. Mais sinon, avant, c'était quelque chose qui était plutôt positif et qui était ce qu'on mettait pour avoir en fait plutôt de la chance, comme ils disent. Voilà, comme le trèfle à 4 feuilles. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini. Et pour terminer, je vais juste vous passer. Vous pouvez couper là si ça vous gonfle, mais je vous mets 5 minutes tout simplement de la série qui va bientôt arriver sur Netflix, sur Ripple, tout simplement. Il faut savoir que moi, je pense que le timing où ça va être mis, ça ne sera pas pour rien. C'est-à-dire qu'il va y avoir un FUD. Et je pense pas qu'ils mettront, qu'ils vont relâcher cette série tant que le procès n'est pas terminé. Je ne pense pas. Je pense que ça sera mis après et quand justement tout va commencer à exploser pour le XRP, je pense que ça sera relâché. Donc ça sera intéressant de voir quand est-ce qu'ils vont relâcher, en fait, sortir cette sur Netflix, quand est-ce qu'ils vont sortir, parce que ça peut nous donner un indicateur temporel. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et ça me permettra de m'encourager à continuer ce travail. Et je vous laisse regarder la fin de cette série. Happening. And if you can't see it, you need to look around for just a moment. Why are so many people living broke right now? We're all feeling inflation right now. Americans are paying the price for rising inflation. And many people don't exactly know why. The more dollars that get printed, the more that gets put into circulation, the higher the prices of all of these assets are going. It's an old, archaic banking system. It's pretty apparent at this point that we're in a transition. It seems like we're on the brink of a major collapse. I think it's almost undeniable. The system has to switch. I think we're going to see a dramatic change over the next 10 or even 15 years. XRP is part of the heartbeat of Ripple. Yeah, kind of the ability to exchange anything of value in a very efficient way through this ingenious pathfinding algorithm. The utility aspect of XRP, you can move value. Alors, j'interromps juste 2 secondes parce que cette personne, je l'apprécie beaucoup. Elle a vraiment des grosses connaissances sur beaucoup de choses et entre autres sur Ripple, elle a compris en fait. Elle s'appelle Molly Elmore et je vous invite à regarder sa chaîne parce que bien sûr il faut parler anglais, sinon je pense qu'avec les sous-titres c'est peut-être possible, mais c'est vraiment très intéressant ce qu'elle dit. Je la suis en tout cas moi depuis presque 1 an et demi. From one place to another place instantly for a very, very nominal cost. Instead of it taking 3 to 5 days for a payment to go through from one bank to another cross-border, it now takes 3 to 5 seconds. That's a game changer. They would have globally dominated the entire industry, but for the regulators pulling them back and Congress kind of not getting with the program.
You know, we absolutely want to see the United States lead in this new arena that we call blockchain and cryptocurrencies. And the clarity really emanates from the Securities and Exchange Commission. It was the darkest day of the year. It was December 21st that Brad Garlinghouse came out and basically informed the world that they were soon going to be sued by the SEC. The SEC its mandate is to help protect investors. I got flooded out of the whole project because of this lawsuit. I lost my dream, my hope of buying something really, really solid. At the very least, it's the appearance of impropriety. You know, and then the other end of the spectrum, it's absolute coercion and collusion, right, and market manipulation. People are going to lose money, and people had their life savings in XRP. It was Christmas Eve. I came back at about 1 o'clock in the morning, something like that. Christy said, where the hell have you been for the last several hours? And I looked there and I said, I think I'm going to sue the SEC. We became convinced that this whole case was merely a show. It was an attempt by the federal government to slow down the adoption and perpetuation of XRP. Jay Clayton drops this lawsuit on his last day in office. Like mission accomplished. Jay Clayton, he hires his good friend, Bill Hinman. Bill Hinman came to the stand in 2018 and gave his famous speech where he declared that Ethereum wasn't a security. They did not issue that much Ether, and yet they let Bill Hinman go ahead and make the speech, saying that they're decentralized. The bureaucracy beast system has been weaponized against the American people. Dozen FBI agents, guns a-blazing, came into my home. They tossed me into this van as if I'm Pablo Escobar or somebody. The United States government is probably the biggest bully in the world. You got to defend yourself or you're going to get bullied forever. We assemble an army so that we can be at the forefront of this change. The XRP Army is a group of diverse people from all over. Good morning, Warriors. Hello and welcome back to another episode of your favorite crypto news channel, Good Morning Crypto. I ended up posting it on Twitter, the lawsuit, and the next thing you know, it was 5,000, 12,000, 20,000, and eventually grew to over 75,000 people from 143 countries around the world all joined. They want to be part of the new digital revolution. Blockchain technology is going to change everything. There's always going to be a danger associated with blockchain, and there's also going to be benefits and things that are going to help and improve humanity. We're just trying to utilize a new blockchain technology to benefit charities even more than they are now. If you know a veteran that's struggling, they need to hit that reset button, have them look us up. I am very optimistic about the crypto market in 2024. We're entering an era where it's believed that all assets of value will be tokenized eventually. The problem tokenization solves ultimately is accessibility. By using intelligent tokenomics and smart contracts, we may at some point truly eliminate poverty on planet Earth. The internet democratized information, and crypto and blockchain will do the same with value. There's little doubt about how far we have come, but I'm incredibly excited for the journey ahead.